Allô, allô. Alors ce matin, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans le métro, ça part bien, dans l'ascenseur, si ça allait, si j'étais prête pour parler. Je dis, ce matin, honnêtement, c'est un peu le chaos, j'ai oublié mes notes, je suis pas tout à fait réveillée, mais c'est pas grave, alors on va y aller en toute simplicité. Encore une fois, Creative Mornings nous amène un thème pas évident. Je pense que l'année 2018, on est sur les thèmes, comment on aborde ça. Et pour chaos, c'est sûr que la première chose à laquelle on pense quand on pense au chaos, souvent c'est les peurs, c'est les stratégies d'évitement. On ne veut pas être dans le chaos, on veut vraiment s'en éloigner. Puis nous, on aime bien faire des pieds de nez au thème. Alors on voulait vraiment l'aborder sous l'angle de gens qui arrivent à embrasser finalement le chaos, à en faire quelque chose de positif. Et puis un matin, j'étais dans ma voiture en train de me conduire, et puis là, j'entends une entrevue à la radio de Jasmin. Je me dis, mais c'est lui qu'il nous faut. Alors, vous allez en apprendre un peu plus sur son histoire, mais en gros, Jasmin, depuis sa plus tendre enfance, il a dû vraiment naviguer dans le chaos. Ça a été, vous le découvrirez. Et puis, maintenant, non seulement il navigue dans le chaos, mais il va à sa rencontre, parce qu'il est correspondant dans des zones de conflit. Le dernier en date, c'était au Pakistan. Et il a même réussi à en sortir quelque chose de magnifique, puisqu'il en a sorti un livre avec son frère, qui s'appelle « Frères amis, frères ennemis », qui est en fait une correspondance pendant que son frère était en Inde et lui était au Pakistan. Donc, je vous en dis pas plus. Je vais laisser Jasmin vous raconter son histoire. J'espère qu'à la fin de sa conférence, vous serez capable d'accepter un peu plus le chaos et peut-être même de vivre dedans et puis de laisser émerger des belles choses. Alors, je vous souhaite une belle conférence. Bonjour tout le monde. Merci aussi à l'équipe de Creative Mornings d'avoir pensé à moi pour le thème du chaos. Merci à tout le monde de vous être déplacés ce matin. Moi, j'aime ça, le chaos. Full disclosure, je trouve que c'est une bonne affaire parce que ça te sort de ta zone de confort. Puis ce que je vais faire aujourd'hui, c'est juste vous raconter un peu mon histoire. Pas parce que je me trouve si intéressant que ça, mais juste parce que c'est vrai que j'ai vécu quand même certains épisodes chaotiques dans ma vie. Qui m'ont poussé, en fait, à avancer, puis à me sortir de là, puis finalement, qui aujourd'hui sont des expériences super positives. C'est quoi le chaos d'abord en partant? Pour moi, c'est le désordre. C'est le moment où tu as l'impression que tout échappe, qu'il n'y a absolument rien que tu peux faire pour t'en sortir. Mais je vous le promets, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mon histoire, c'est l'histoire d'un petit cul du Saguenay, unilingue francophone, qui a fini par écrire un texte dans le New York Times. Au début, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, j'avais juste un rêve. Puis mon rêve, c'était d'être, je m'en rappelle déjà plus, ça fait trop longtemps. Non, en fait, ce que je voulais faire, moi, c'était être champion olympique. Je faisais du patinage de vitesse sur courte piste parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment quelque chose de populaire. Puis c'était le truc qui me branchait dans la vie. Puis j'étais quand même assez bon, là, j'étais dans les meilleurs au Canada de mon âge. Mais ça grugeait beaucoup de mon temps. Ça grugeait peut-être comme 5-6 jours par semaine au moins. Chaque soir, j'étais là-dedans. Puis surtout, quand j'étais en classe, je n'étais pas vraiment en classe. Parce que la seule chose à laquelle je pensais, c'était, je m'imaginais comme sur la ligne de départ, dans une finale olympique. Puis là, après ça, c'était toute la course, puis ma médaille olympique que j'allais gagner. Puis ça a vraiment eu un impact négatif sur mes résultats scolaires. J'étais ce qu'on appelle un cancre scolaire. J'étais terrible en classe, j'étais nul en maths, en français, en anglais aussi. L'été, là, j'étais tout le temps le dude qui allait faire les cours d'été puis qui ne pouvait pas jouer avec les autres ou avoir un job d'été. Puis donc, ça a été mon secondaire. Puis quand je suis arrivé au cégep, ça a été encore pire parce que à ma première session de cégep, j'ai coulé tous mes cours, y compris mon cours de natation. Oui, j'ai vraiment, pas comme littéralement, là, je suis encore en vie. Mais j'ai quand même coulé le cours. Puis la deuxième session, même affaire. Puis donc ça a été mon premier gros chaos dans ma vie parce que je me suis retrouvé dans une situation où je devais faire un choix. Je devais soit poursuivre un rêve ou l'abandonner puis aller ailleurs. Ça fait qu'un soir d'hiver, je suis sorti chez nous, j'ai marché. Mes parents ils avaient bien peur, mais c'était correct. Je faisais juste pleurer ma vie dans les rues de Montréal, dans les rues de Chicoutimi. Et j'ai fait un choix. Et ce choix-là, ça a été d'abandonner mon premier rêve qui était de devenir champion olympique. Puis je ne l'ai jamais regretté, tellement que, vous voyez, aujourd'hui, je ne me rappelais même plus que c'était ça mon rêve au début. Mais non, donc c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Et donc, je me suis concentré sur mon autre objectif qui était la réussite scolaire. Puis donc, il a fallu que je change de cégep. Je suis allé au cégep de Jonquière, ce qui est toute une insulte quand tu viens de Chicoutimi. Et c'est pas vrai. Mais anyway, c'était très drôle. Puis donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été comme vraiment difficile au début.
Mais ce que j'ai fait pour m'en sortir, ça a été de réappliquer ce que j'avais compris dans le sport individuel, ce que j'avais appris dans mon éducation. Donc, par exemple, dans le sport individuel, on t'apprend à travailler pour arriver à des résultats. On t'apprend aussi que tu es le maître de tes propres réussites et de tes échecs. Parce que quand tu gagnes la course, c'est grâce à toi. Mais si tu la perds, c'est aussi de ta faute. Puis ça, j'ai réappliqué ça à tous les jours au cégep, puis ça m'a mené jusqu'à l'université. Un autre truc qui est vraiment important, je pense, c'est que dans le sport individuel, on t'apprend beaucoup à accepter la critique. Parce que dans la vie, il y a de la bonne puis il y a de la mauvaise critique. Ça se peut que si quelqu'un te dit que ta job est mal faite, ça se peut qu'elle soit mal faite. Ça se peut aussi que la personne soit de mauvaise foi, ça se peut. Mais ce qui est important, c'est juste d'être capable de la comprendre, puis de comprendre le message. Puis souvent aussi, je trouve qu'en général, la communication pour la critique se fait très, très mal. Les gens, ils ont de la difficulté à comme bien exprimer la critique qu'ils veulent te faire. Puis là, des fois, on se bute, puis on se dit « Ah non, dans le fond, la personne, elle veut juste m'attaquer personnellement. » Quand dans le fond, elle a quelque chose, peut-être un message qui pourrait t'améliorer comme personne. Donc moi, c'est là-dessus que j'ai construit. J'ai fait l'université, puis c'est après ça que j'ai réussi à avoir ma première job en journalisme. Puis le journalisme, ça a vraiment été là-dessus que je me suis accroché pour un autre rêve, pour un autre objectif de vie. J'ai commencé à Radio-Canada Saguenay, j'ai fait ça 1 an. Encore là, c'était très chaotique au début parce que je n'avais jamais fait ça du journalisme. Moi, j'ai fait sciences politiques, je n'avais pas les notes pour entrer en journalisme. Et oui, c'était très chaotique au début parce que, en fait, j'étais nerveux, j'étais à la télé, j'ai oublié même des noms des fois pendant que je parlais. C'était vraiment terrible, mais on s'en fout parce que je me suis lancé, puis c'était désordonné dans ma tête, c'était désordonné des fois à la télé, mais au final, j'ai construit là-dessus, je me suis amélioré. J'ai été recruté par la presse, j'ai travaillé 3 ans comme journaliste dans la salle de rédaction. C'était à la belle époque où la Presse Plus était lancée. Et on avait de l'argent, puis tout était beau. Puis j'ai fait 3 ans là-bas, et après, j'ai senti qu'il fallait que je me remette aussi en danger, dans une zone de désordre. Je suis parti à Londres, je suis allé faire une maîtrise en journalisme d'enquête, et en même temps, je collaborais pour des médias là-bas. Tout ça m'a mené, après cette maîtrise-là, au Pakistan, qui est le deuxième grand chaos de ma vie. Et ça, c'en est une super belle image. Ce que vous voyez là, ça illustre très bien, à mon avis, le désordre de cette société-là. D'abord, le désordre social. Parce que là, ce qu'on voit, c'est un dude qui dort sur le dos d'une espèce de caravane. Vous le voyez ici. On est sur une autoroute, mais c'est correct. C'est pas grave. Dans un pays comme le Pakistan, tu as le droit de faire ça. Il n'y a jamais personne qui va te déranger. Puis je trouvais juste ça très emblématique parce que voilà, il y a presque pas de règles. Tu débarques dans un pays comme ça, puis c'est un peu, tu sais, c'est au plus fort la poche, puis il faut que tu sois prêt à ça. Il faut que tu sois prêt. Donc ça, c'était la première photo que je voulais vous montrer du Pakistan. J'en ai d'autres. Je ne sais pas si on peut en montrer une deuxième maintenant. Ouais. Celle-là, ça, c'est une école que j'ai visitée. Ce n'est pas les plus belles photos, c'est juste que je trouvais qu'elles représentaient des choses, là. Comme vous le voyez, ça, c'est à Peshawar. Peshawar, c'est une ville à la frontière avec l'Afghanistan. Peut-être que vous avez entendu parler de cette ville-là il y a quelques années. Il y avait eu un attentat terroriste, en fait, dans une école primaire. Les talibans sont rentrés puis ils ont tué plus de 220 jeunes enfants. Et donc, ça, c'est une situation régulière au Pakistan, c'est-à-dire des attentats terroristes. Celui-là avait marqué les esprits, là, mais donc, c'est le genre de risque à lequel s'exposent les enfants là-bas. Et l'autre truc, eh bien, c'est structurel. Parce que, comme vous le voyez, ces enfants-là sont dans une classe, ils n'ont pas de bureau, puis ils n'ont pas plus de crayons, puis ils n'ont pas plus de livres, puis ils n'ont rien, tu sais. Puis, c'est pas juste un cas. Quand j'étais dans cette école-là, je suis allé voir le directeur de l'école, puis au mur, c'était peint tout ce qu'il y avait, tout ce qui manquait dans sa commission scolaire. Puis tu voyais que dans comme 10 écoles, il manquait de l'eau, dans d'autres, c'était des toilettes, puis dans d'autres, c'était de l'électricité. Donc, c'est vraiment un pays qui est désorganisé. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un failed state, donc un État qui n'a jamais réussi à s'en sortir puis à créer vraiment quelque chose de stable. Ça fait 70 ans que le Pakistan existe. C'est jamais arrivé qu'il y ait un seul leader, un seul premier ministre élu qui termine son mandat. Ils ont tous été soit assassinés, ils ont tous été soit renversés par l'armée, ou bien ils sont morts en pouvoir là, de cause naturelle, ou encore destitués par la Cour suprême. Donc, c'est le genre de pays dans lequel moi, je suis débarqué. On va juste passer à l'autre photo qui est là. Ça, c'est un rassemblement politique.
C'est un petit peu plus populaire que chez nous, il y a un rassemblement politique là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais vous remarquerez qu'il y a juste des hommes dans la foule. Ça, c'est l'autre truc qui m'a beaucoup marqué dans mon expérience au Pakistan, c'est la présence des femmes qui était à peu près inexistante. Je vois qu'il y a plein de femmes ici, assises, qui sont là, puis qui sont mélangées avec des garçons, puis c'est parfait, puis c'est beau. Mais il faut que vous sachiez que dans bien des pays dans le monde, c'est juste pas possible, cette histoire-là. Au Pakistan, les femmes et les hommes, la plupart du temps, vont être ségrégés, donc vont vraiment être dans des estrades différentes, puis ils ne pourront pas se parler. Puis les femmes, au Pakistan, ont à peu près pas de droit. J'ai un exemple que je veux mentionner ici. Quand je suis arrivé, moi j'étais correspondant là-bas pour la télévision française, je ne sais pas si on l'avait dit déjà, mais bref, j'étais avec France 24 et avec Arte. Et donc, sur place, j'ai dû engager une stagiaire pour être avec moi pendant un ou une stagiaire pendant l'année. Et donc, j'ai passé 5 personnes en entrevue, dont 3 femmes. Et c'était des jeunes filles super brillantes, intelligentes, qui avaient étudié en journalisme, mais avaient tous les outils dans la vie pour réussir et travailler avec moi. Mais comme je faisais de la télévision, il fallait qu'on se déplace beaucoup dans le pays. Donc, je devais demander une question aux candidats qui était « Est-ce que c'est correct de voyager avec moi à travers le pays? » Évidemment, les 3 filles m'ont répondu « Mon père ne me laissera jamais faire ça. » Puis ça m'a vraiment comme bouleversé parce que tu essaies de faire une différence positive. Tu te dis « Bien, moi, j'arrive avec mes valeurs, puis j'espère pouvoir aider. » Mais là, j'ai comme participé sans le vouloir à ce système-là où finalement, je ne pouvais pas prendre une femme pour travailler avec moi. Puis donc, je les pénalisais à cause de ça. Puis donc, voilà, j'ai dû choisir un homme parce que, veux pas, nous, on a des réalités à rencontrer. Il fallait qu'on se promène dans le pays. Puis donc, toute l'année, ça a été ça. Ça a été beaucoup d'injustices vues par rapport aux femmes dans le pays. Elles n'ont presque pas le droit de voter. On ne les voit presque pas dans la rue, sur le marché du travail. C'est un des pays les plus reculés en matière de droits des femmes. Puis je trouvais ça important quand même de le mentionner ici dans cette conférence-là pour que vous ayez une idée aussi du genre de désordre de cette société-là. Je pense qu'on a une autre photo à montrer. Oui. Donc ça, c'est une photo difficile à voir. Je trouvais ça important de la voir aussi quand même. Et ça, c'est une autre forme de chaos. C'est le chaos, je vous dirais, vraiment physique. C'était sur place. Ça, c'est en Afghanistan. On m'a envoyé, France 24 m'a envoyé en juin 2016 couvrir l'attentat le plus important depuis l'arrivée des Américains en 2001. Donc, il y avait eu 150 morts dans une explosion, un camion qui était bourré d'explosifs qui a sauté dans le quartier diplomatique, donc en plein cœur de Kaboul. Et donc, moi, j'arrive sur place et la ville est en lockdown. Il y a à peu près personne dans les rues. Et moi, je dois faire mon travail de journaliste. Donc, je dois alimenter la télévision, je dois faire des directs à la télé, mais je dois aussi aller sur le terrain. Puis, il faut savoir que Kaboul, ça n'a jamais été aussi dangereux que maintenant. En 2011, c'était mieux. En 2003, c'était aussi mieux. Mais là, c'est vraiment, vraiment dangereux. Et donc, moi, je devais quand même opérer sur le terrain. Mais comment on opère maintenant sur le terrain? Et c'est peut-être de ça que je pense que ce serait intéressant de vous parler. C'est avec un fixer, ce qu'on appelle en journalisme. L'idée, c'est de réduire les risques. Parce que, évidemment, quand moi, je suis arrivé là, j'avais peur. Hein? Je me demandais qu'est-ce que je... Ça se passe pas, ça. Hein? C'est correct ou... juste par là? Par ici? Parce que je ne veux pas comme... en tout cas, whatever. Vous êtes là, on est là. C'est ça. Donc, quand je suis arrivé à Kaboul, il y avait le désordre physique. Mais moi, dans ma tête, je n'avais pas le choix de réussir à tasser ce nuage-là puis à opérer. Parce que j'avais trop d'impératifs. Comme je vous disais, j'avais des lives à faire, mais j'avais des reportages aussi à faire à la télé. Puis comme je fais de la télé, bien, ça veut dire qu'il faut que je me déplace sur le terrain. Puis évidemment, c'est super dangereux parce que des attentats à la bombe, dans la semaine où j'étais, il y en a eu un autre. Puis donc, c'est un endroit où j'aurais très bien pu me trouver. Mais donc, comment moi j'ai géré ça? C'est juste encore une fois, réappliquant ce que j'avais appris dans le sport, c'est-à-dire juste focusser sur ton travail, contrôler ce que tu peux contrôler. Puis ça, sur le terrain, concrètement, à Kaboul, ça veut dire mettre ta vie littéralement dans les mains d'un fixeur. Un fixeur, c'est un journaliste local. C'est quelqu'un avec qui tu travailles, qui, lui, connaît les réalités du terrain. Puis c'est un peu comme une formule étrange, là, parce que finalement, tu ne sais pas vraiment à qui tu as affaire. Lui, il m'attendait à l'aéroport,
Puis moi, je l'avais. C'est du bouche à oreille dans notre communauté journalistique. Tu te dis, OK, lui, j'ai déjà travaillé avec lui, ça va bien se passer, tu vas voir. Mais littéralement, quand tu arrives, c'est tout lui qui gère ta vie, tu sais. Puis voilà. Donc, c'est une des façons où tu peux mettre de l'ordre dans ta tête, tu te déresponsabilises un peu, puis tu te dis, lui, il sait où sont les dangers. Évidemment, je suis journaliste, donc j'imagine tout le temps le pire, mais ça, quand tu es sur le terrain, il faut que tu le mettes de côté. Tu ne peux pas juste penser à ces choses-là. Tu espères juste que tu as un bon fixeur. Mais c'est clair qu'à des moments, c'est compliqué. Puis tu peux avoir peur parce que, par exemple, encore là, dans cette semaine-là à Kaboul, on a souvent quand on arrivait dans des carrefours giratoires, il y avait des véhicules blindés de l'armée et mon fixeur qui était en avant disait toujours au chauffeur, prends tes distances, garde un 15-20 secondes parce que c'est souvent eux qui sont attaqués. Donc, quand tu es là, puis tu es juste en voiture, puis là, il se passe ça, tu fais comme, OK, ça se passe pour de vrai, tu sais, ma vie est vraiment en danger. Mais c'est ça, tu le vis, puis tu espères juste que tout va bien se passer dans ta journée. Cette semaine-là, ça a clairement été la plus chaotique de ma vie parce que j'arrive, il se passe cet attentat-là, le premier, et le gars que vous voyez sur cette civière-là, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est un rescapé de ce premier attentat. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu un attentat. Le lendemain, les gens sont sortis dans la rue en disant au gouvernement, protégez-nous, on n'en peut plus, il y a trop de violence à Kaboul. La manifestation est tournée un peu au vinaigre et les policiers ont tiré sur des manifestants. Il y a eu des morts, il y a eu, je crois, 10 morts. Et ce garçon-là a assisté aux funérailles de ceux qui sont morts dans la manifestation pour le premier attentat, parce qu'à ces funérailles-là, il y a eu 3 kamikazes qui sont rentrés et qui se sont fait exploser. Quelques minutes après avoir rencontré ce garçon-là, qui heureusement s'en est sorti, je suis allé dehors rencontrer l'espèce de comme gérant de l'hôpital. Et au moment où je faisais une entrevue, il y a une roquette qui a été lancée à 1 ou 2 kilomètres de moi sur le sommet de la paix qui se tenait à Kaboul. Donc, ça vous en dit long aussi sur l'aspect chaotique de cette région-là. Encore là, ça a été un autre moment parce que c'était la première fois que j'entendais une roquette. Je ne savais pas que c'était ça. Puis, je ne savais pas trop comment réagir. Heureusement, j'étais dans un moment où j'avais un espèce de responsable de la sécurité qui était avec moi. Et lui-même m'a dit, c'est une roquette, t'inquiète, c'est pas trop loin. Mais, ben, c'est ça les réalités. C'est ça aussi, c'est que tu vis dans un autre monde, hein, parce que je pense que si j'étais débarqué, j'étais sorti de mon café du plateau, que j'avais pris un avion, que j'étais arrivé à Kaboul, j'aurais peut-être pogné un step. Mais là, moi, j'arrivais du Pakistan, donc ta réalité change. Tu es juste comme un level au-dessus de ta réalité quotidienne. Donc, c'est peut-être plus facile aussi à accepter une zone chaotique quand ça y va par étapes. Ça, c'est pour le Pakistan. C'est comme ça que je l'ai vécu. Pour ce qui est l'Afghanistan aussi, pour ce qui est du reste de mon année au Pakistan, c'est clair qu'il y a beaucoup de peur dans ce pays-là. Puis ça crée le désordre mental. Il y a beaucoup de kidnapping. On dit des étrangers au Pakistan qui sont des walking ATMs parce qu'ils valent de l'argent. Puis c'est pas si pire que vous pouvez le penser parce qu'au moins à Islamabad, ça se passait assez bien. Mais c'est sûr que je me suis mis en danger à certains moments. Puis c'est correct. C'est ça mon métier. Ça fait partie de ce que je faisais. Mais l'idée, c'est toujours au moins, quand il y a un chaos, de régler l'autre. Quand il y a un chaos physique, c'est de mettre ça stable dans ta tête, mais quand il y a un chaos mental, c'est aussi correct d'aller juste dans une zone plus tranquille. Moi, j'habitais dans une gated community à Islamabad. Puis sérieusement, c'est vraiment pas si pire que ça. Ça ressemble comme à Laval, mais avec des murs barbelés, mettons. C'est très tranquille, là. C'est comme une espèce de banlieue. Là. Ça allait, tu sais. Sauf que moi, dans ma rue, j'étais comme le seul qui n'avait pas de garde armée en avant. Puis en fait, c'était vraiment facile de rentrer chez nous si tu savais comment. Parce que dans le fond, j'avais juste des diplomates américains qui habitaient sur ma rue. Puis eux, il y avait tout comme, tu sais, le garde armé avec les barbed wires, puis fil barbelé, c'est ça, hein, ouais. Puis bon, enfin bref, c'était comme vraiment des forteresses. Mais moi, c'était juste comme une petite porte que tu ouvrais. Puis même que tu pouvais comme réussir à rentrer par ma fenêtre de côté. Bref, c'est clair que quand je me couchais le soir, je me faisais des scénarios un peu, tu sais, parce que je me disais, écoute, si la personne décide de rentrer, surtout qu'il faut savoir que les journalistes sont ciblés par les services secrets au Pakistan, étrangers un peu moins, mais quand même, tu sais, tu te fais des scénarios, tu te dis, OK, tu sais, si les services secrets viennent te ramasser parce qu'ils n'aiment pas
les sujets que tu traites, parce qu'évidemment, on n'est pas leurs amis. Ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Fait que c'est ça. Encore là, tu fais avec ce que tu as, avec les outils que tu as dans la vie, puis tu essaies de gagner sur toi, sur ton cerveau qui spinne dans ta tête. Ça, c'était mon expérience au Pakistan. Peut-être que vous aurez des questions après. J'aimerais aussi vous parler peut-être d'un dernier chaos. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes, exactement. Excellent. Le dernier chaos dont j'aimerais vous parler, c'est mon métier. Moi, je suis journaliste. Puis je voudrais juste vous sensibiliser rapidement à mon métier parce qu'on nage dans le chaos en ce moment. Il y a une crise des médias, je suis sûr que vous êtes au courant. Je vous parlais de la Presse Plus. On a eu des belles années, mais maintenant, ça ne se passe pas super bien. Puis c'est environ comme ça dans tous les médias au Québec. Moi, j'ai la chance de travailler pour des médias internationaux. C'est quand je vous disais au début, maintenant, je collabore un peu avec The New York Times, avec France 24, l'AFP aussi bientôt. Bref, je fais mes trucs, puis ça va. Mais mon métier, ça ne va pas du tout. Puis je pense qu'un jour, il va falloir qu'on se pose la question jusqu'à quel point on trouve que c'est important le journalisme de qualité. Puis moi, je pense qu'il va falloir qu'on voit ça comme un peu la culture, c'est-à-dire c'est un investissement. C'est pas, si tu donnes $1, là, ça ne va pas te revenir en $2 le lendemain. Mais c'est un mal nécessaire, c'est quelque chose de super important dans une société comme la nôtre. Puis c'est ça, je voulais juste profiter de ma tribune pour vous le mentionner rapidement parce que voilà, surtout dans une ère de populisme dans le monde, évidemment guidé par Trump, mais je veux dire, ça prend de l'expansion. Puis on s'en rend peut-être pas compte, mais les droits humains reculent en ce moment dans plusieurs endroits du monde. Je pense en Europe avec Viktor Orban, en Turquie avec Erdogan, en Chine, la Chine qui va devenir le prochain leader mondial, fort probablement du moins économique. Ce pas des pays qui encouragent les droits humains. Puis on a tendance à voir le monde comme une fine progression qui monte, mais moi, je pense que c'est plus des montagnes. Puis pour réussir à continuer dans la bonne voie, bien, je pense que ça prend du journalisme de qualité. Puis pour ça, c'est important de conscientiser les gens. Pour terminer, je voudrais juste peut-être vous parler rapidement de pourquoi je trouve que le chaos, c'est une bonne chose. Parce que quand tu vas à l'étranger, je suis certain que vous avez à peu près tous voyagé ici, on vous demande de vous définir, on vous demande d'où vous venez. Puis là, il faut dire, ben ouais, je suis québécois, puis c'est ça chez nous, puis voilà. Puis ça te force à réfléchir sur ta société. Puis je trouve qu'ici au Québec, on a gagné à la loterie de la vie. Je trouve qu'on vit dans une des plus belles places au monde, mais je pense que ça vient aussi avec des côtés négatifs. Puis un de ceux-là, c'est qu'on est beaucoup trop confortable. Le chaos, c'est une bonne chose parce que ça te pousse à vivre à fond, la fureur de vivre, comme dirait Marjo. C'est bien, c'est une bonne chose, puis il faut sortir de nos zones de confort. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait. Merci.